poids de ce que nous portons. Un homme construit entièrement sur le devoir pourrait-il un jour apprendre à le déposer pour l'amour? Au printemps 1912, dans la ville de Vienne adoucie par la fumée, l'archiviste de la cour impériale reçut une lettre. Elle arriva un mardi de ceux qui ne s'annoncent pas comme importants, de ceux qui commencent et se terminent simplement avant d'être oubliés. Mais celui-ci ne serait pas oublié. Celui-ci diviserait sa vie en un avant et un après. La lettre contenait une seule demande, une veuve, récemment revenue de Prague après la mort de son mari, faisait don d'une collection privée de manuscrits aux archives impériales. Elle devait organiser le transfert en personne. L'archiviste pourrait-il la recevoir à sa convenance? Il répondit le jour même. Oui. Vendredi. 3 heures. Il passerait le reste de sa vie reconnaissant de ne pas avoir tardé. L'archiviste était un homme de 41 ans, mince et précis, du genre à garder ses émotions pliées comme des documents dans des dossiers sans acide, classés par année, rangés sous des rubriques auxquelles personne d'autre n'était autorisé à accéder. Ses collègues l'admiraient. Ses supérieurs lui faisaient entièrement confiance. Et, dans l'intimité de son appartement de la Schönlaterngasse, il dînait seul chaque soir et se disait que c'était la vie qu'il avait choisie, ce qui n'était ni tout à fait faux ni tout à fait vrai. Ce qui était vrai, c'était ceci: 12 ans plus tôt, il avait été brièvement fiancé à une jeune femme qui était morte de la tuberculose 4 mois avant leur mariage. Il avait fait son deuil avec la minutie qu'il appliquait à tout le reste et, lorsque le deuil fut achevé, il avait rangé sa capacité d'intimité dans le même système de classement intérieur que le reste, sous une rubrique qui disait simplement « fermé ». Il ne se considérait pas comme malheureux. C'était peut-être la chose la plus triste. La veuve arriva le vendredi à 3h10. Elle avait 37 ans, les cheveux foncés, vêtue du gris charbon du deuil récent, et elle se tenait avec la composture particulière de quelqu'un qui a pleuré jusqu'à ce que la composture devienne la seule alternative possible. Elle était traductrice de formation et par vocation. Son défunt mari, historien, avait passé 20 ans à rassembler des correspondances entre des diplomates des Habsbourg et des intermédiaires ottomans. Les manuscrits qu'elle donnait constituaient l'accumulation de toute une vie. Elle l'avait aimé, expliqua-t-elle. Elle voulait que son travail soit préservé. L'archiviste remarqua plusieurs choses en même temps, que ses mains étaient très immobiles, que son allemand portait une légère inflexion pragoise qui adoucissait les consonnes, et qu'elle parlait de son mari sur un ton qui était du chagrin sans amertume, chose plus rare que la plupart des gens ne l'imaginent. Il lui montra les salles de lecture. Il expliqua le processus de conservation. Il fut professionnel et précis. Lorsqu'elle partit, il resta à la fenêtre à la regarder traverser la cour en contrebas, et sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine, comme un tiroir resté coincé pendant des années qui cédait soudain. Il se dit que ce n'était rien. Il se trompait, et une part de lui le savait déjà. Elle revint la semaine suivante pour examiner les documents d'admission. Puis encore la semaine d'après, avec des questions sur le système de catalogage. Il soupçonna, avec le temps, que certaines de ces questions n'étaient pas strictement nécessaires. Cela ne le dérangeait pas. Il commença à laisser une chaise supplémentaire à côté de son bureau les après-midi où elle avait dit qu'elle pourrait revenir. Il cessa de dîner seul le mardi. Elle avait mentionné, un jour, qu'elle aimait le café de la Fleischmarkt, et il s'était mis à y aller, et à 2 reprises elle s'y trouvait aussi, et ils restèrent 2 heures de plus que ce que l'un et l'autre avaient prévu. Vienne au printemps est une ville faite pour la lente accumulation des sentiments. Les marronniers fleurissent le long de la Ringstrasse et la lumière s'étire un peu plus chaque jour, et les gens qui sont restés fermés tout l'hiver se découvrent en train de s'ouvrir d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Il n'y était pas insensible, quoi qu'il se dise sur son tempérament et ses habitudes. Mais il y avait un problème. Il y avait, comme dans toutes les histoires qui comptent, un problème. Elle lui avait parlé, au début de leur relation, de son mari. Elle l'avait décrit avec tendresse et avec honnêteté. C'était un homme bon. Il avait été dévoué. Elle l'avait pleuré comme il se doit et avait l'intention de continuer à le pleurer comme il se doit aussi longtemps qu'il le faudrait. Elle ne lui avait pas tout dit. Ce qu'elle n'avait pas dit, ce qu'elle portait en elle depuis Prague, était ceci: les manuscrits qu'elle donnait n'étaient pas seulement la collection de son mari. Glissés dans une chemise en cuir au fond de la 2e caisse, enveloppées dans un tissu qu'elle y avait placé elle-même, se trouvaient 17 lettres. Elles étaient écrites de sa main.
Elles étaient adressées à un homme qui n'était pas son mari. Elles avaient été écrites sur une période de 3 ans, les 3 années centrales de son mariage, et c'étaient des lettres d'une femme amoureuse de quelqu'un qui n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. La liaison, si l'on peut l'appeler ainsi, n'avait jamais été physique. Les lettres avaient existé, le sentiment avait existé, mais elle y avait mis fin, et était rentrée chez elle, s'était de nouveau engagée envers son mari et avait passé les années suivantes à devenir, véritablement, l'épouse dévouée qu'elle avait promis d'être. Lorsque son mari mourut, elle trouva les lettres parmi ses propres affaires et comprit, avec une clarté presque violente, ce qu'elles signifiaient, qu'elle avait passé 3 ans amoureuse d'une idée d'un homme qui ne l'avait jamais choisie en retour, qu'elle avait fait le deuil de cet amour non vécu en silence et qu'elle était revenue à son mariage en portant une blessure qu'elle n'avait jamais confessée. Elle avait glissé ses lettres dans le don sans avoir pleinement décidé de le faire. Elle s'était dit qu'elle les retirerait. Elle ne l'avait pas fait. Elle se disait que cela aussi était une forme de confession. Elle n'était pas tout à fait certaine d'y croire. L'archiviste trouva les lettres un mercredi au début du mois de juin. Il reconnut immédiatement son écriture. Il avait passé des mois avec son écriture sur les formulaires de dons, les documents d'admission, les petits billets qu'elle laissait parfois en rapportant des documents. Il resta longtemps avec la chemise entre les mains. Dehors, la Hofburg était dorée dans la lumière de l'après-midi. Son bureau était très silencieux. Il les lut. Il ne les lut pas par indiscrétion. Il les lut parce qu'il était archiviste et que les lettres étaient arrivées dans une collection et qu'il ne l'avait pas su, puis il l'avait su, et alors il était trop tard pour ne pas savoir. Et, tandis qu'il lisait, quelque chose se produisit qu'il n'avait pas anticipé, les lettres ne la diminuaient pas. Elles l'approfondissaient. La femme qui les avait écrites était quelqu'un en proie à l'agonie, quelqu'un qui luttait contre elle-même, quelqu'un qui avait fait le choix le plus difficile non pas une fois, mais à plusieurs reprises, pendant 3 ans, jusqu'à le rendre finalement absolu. Les lettres n'étaient pas la preuve d'une trahison. Elles étaient la preuve d'un combat. Il comprit quelque chose, en les lisant, qu'il n'avait pas compris sur lui-même. Il avait attendu une preuve qu'elle était simple, qu'aimer serait sans risque. Il avait attendu, en d'autres termes, une garantie qu'aucune personne capable de ressentir ne peut offrir. Il rangea les lettres dans le tiroir de son propre bureau et rentra chez lui. Il se dit qu'il déciderait plus tard quoi en faire. Elle arriva le vendredi suivant et il n'était pas à son bureau. Son assistant dit qu'il n'était pas disponible. Elle partit. Elle revint la semaine suivante. Il était là, mais il était différent. Il était de nouveau l'archiviste, pleinement et précisément, comme il l'était avant qu'elle n'entre dans son bureau avec ses mains immobiles et ses consonnes adoucies. Il répondit à ses questions sur la collection. Il ne lui parla pas du café. Elle rentra chez elle à pied le long de la Ringstrasse, regardant les marronniers laisser tomber leurs fleurs sur le pavé, et comprit que quelque chose avait changé sans savoir quoi. Elle lui écrivit une lettre. Pas une lettre sentimentale. Une raison pratique, elle quitterait Vienne en août. Elle avait reçu une offre pour travailler dans un bureau de traduction à Zurich. Elle n'avait pas encore décidé, mais elle y réfléchissait. Elle lui souhaita bonne chance avec la collection. Il lut la lettre 3 fois. Il la rangea dans le tiroir à côté des 17 lettres qu'elle avait écrites à un autre homme. Il resta longtemps avec tout cela. Puis il fit quelque chose que l'archiviste en lui avait été formé à ne jamais faire. Il rompit le protocole. Il mit son manteau au milieu d'un jeudi après-midi, dit à son assistant qu'il partait plus tôt et marcha jusqu'à l'adresse qu'elle avait indiquée sur son premier formulaire de don. Elle ouvrit elle-même la porte. Elle le regarda avec la maîtrise d'une femme qui s'est préparée à différentes sortes de mauvaises nouvelles. Il lui tendit la chemise de cuir. Elle comprit immédiatement. La couleur quitta son visage. Elle ne détourna pas le regard. Il dit, doucement, qu'il les avait trouvées par hasard, qu'il n'en avait parlé à personne, qu'elles étaient à elle pour les garder ou les détruire comme elle le souhaiterait. Il dit qu'il les avait lues, qu'il en était désolé, et que les lire n'avait pas changé son opinion d'elle. Cela avait, en réalité, changé autre chose. Elle lui demanda ce que cela avait changé. Il n'était pas un homme habitué à ce genre de conversation. Il resta sur le seuil de son appartement, la chemise à la main, avec l'odeur de juin entrant par la fenêtre derrière elle, et il dit, avec la précision qu'il donnait à tout ce qu'il croyait vrai, qu'il était resté fermé très longtemps,
qu'il avait cru que c'était la même chose qu'être en sécurité, et que ces lettres lui avaient montré une personne qui avait trop ressenti et qui avait pourtant bien choisi, et qui lui était venue, pour la première fois en 12 ans, que ressentir trop n'était pas la même chose qu'en être détruit. Elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit, elle n'avait pas voulu laisser les lettres dans la chemise. Elle avait voulu les retirer. Elle ne s'était pas permis de comprendre pourquoi elle ne l'avait pas fait. Il dit qu'il pensait comprendre pourquoi. Elle recula depuis la porte. Il entra. Ils ne se précipitèrent pas. Il n'y avait aucune raison de se presser. Ils étaient deux personnes dans la fin de leur maturité dans une ville qui commençait déjà à trembler à ses marges, bien qu'aucun d'eux ne sache encore à quel point le monde était sur le point de changer. Ils eurent l'été, et ils l'utilisèrent avec soin, comme on utilise le temps quand on a appris à ne pas supposer qu'il est infini. Elle n'alla pas à Zurich. Il n'archiva pas les lettres. Il les lui rendit un soir de septembre, sur le petit balcon de son appartement de la Schönaterngasse, et la regarda les tenir un moment avant de les laisser passer par-dessus la rambarde. Elles tombèrent séparément, chacune prise par le courant d'air et dérivant vers la rue sombre en dessous, se dissolvant dans l'obscurité ordinaire de la ville. Elle dit, « J'aurais dû les brûler il y a des années. » Il dit, « Je pense que tu avais besoin de les déposer quelque part d'abord. » Elle le regarda un moment avec tout le poids de quelqu'un qui a été véritablement vu, et qui a cessé d'en avoir peur. Ils se marièrent le printemps suivant, discrètement, avec 2 témoins et sans véritable cérémonie. L'archiviste portait son meilleur manteau. La veuve, qui ne l'était plus de la manière dont ce mot l'avait défini, portait une robe couleur des premiers marrons et ne portait rien. Il lui prit la main à la porte du bureau d'état civil et elle sentit, pour la première fois depuis longtemps, que ses mains n'étaient pas immobiles parce qu'elles se retenaient. Elles étaient immobiles parce qu'elle était arrivée, enfin, au bon endroit. Il ouvrit tous les tiroirs. Avez-vous apprécié l'histoire d'aujourd'hui? Restez encore un instant. Dites-nous en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous? Ce message vous a-t-il touché? Et si vous avez des idées pour de prochaines histoires, partagez-les, votre suggestion pourrait devenir notre prochaine vidéo. Laissez un like si ce message vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous pensez que quelqu'un pourrait apprécier ce message, partagez-le. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description. Certains sont affiliés, ce qui nous aide sans coût supplémentaire. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt pour une prochaine vidéo.